Bon, deux mots, je voudrais bien sûr remercier les organisateurs de ce congrès et puis Philippe Hellard de nous avoir demandé de traiter de ce sujet. Alors je le remercie à double titre parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup le laboratoire, sur lequel on a essayé de réfléchir. Et puis une demi-heure, même 25 minutes pour parler des aspects scientifiques, vous pensez bien que c'est une gageure. Toutefois, cette présentation, on va essayer quand même de la mener au bout. Je dis nous parce que vous verrez que cette présentation, on l'a fait en deux parties. Je présente au début et puis Jean-Michel Levesque, qui est ici, présentera la deuxième partie. Donc je tape tout de suite le vif du sujet. Donc très succinctement, on abordera successivement, après une courte introduction, des notions de fatigue et d'endurance de force. Ensuite, les notions d'évaluation et de définition de ce concept, qui est un concept assez compliqué. Et puis Jean-Michel traitera des effets de l'entraînement, enfin d'un des aspects des effets de l'entraînement, puisqu'on est obligé de sélectionner dans la littérature. Je tiens à votre disposition, bien sûr, la littérature scientifique sur laquelle nous avons travaillé. On a été obligé encore une fois de faire une sélection, on n'a pas pu tout traiter, et donc si vous êtes intéressé, on pourra vous fournir toute la documentation. Alors en introduction, je voudrais simplement placer le concept d'endurance de force dans le secteur de la performance. L'endurance de force, finalement, c'est une notion qui paraît évidente à toute personne qui a fait de la compétition, qui a recherché de la performance. Tout le monde s'est un jour ou l'autre frotté en fait à ce problème de l'endurance de force. En effet, bon, le nageur doit d'une part chercher à produire des niveaux de puissance maximaux, en tout cas optimaux, on va le voir, pour lui permettre au niveau des actions motrices de se déplacer dans l'eau, et puis il doit ces niveaux de puissance les tenir sur une distance ou sur une donnée donnée. Donc à l'interface de ces deux exigences qui peuvent être contradictoires, en fait, le nageur est amené à rechercher une vitesse optimale de nage. Si cette vitesse optimale de nage est bien choisie, eh bien, à un moment donné ou à un autre, le nageur est amené à éprouver en fait sa capacité à résister à la fatigue. Alors cette capacité, cette notion de fatigue, eh bien, elle a intéressé les physiologistes depuis fort longtemps, puisque les premiers travaux sur la fatigue remontent déjà à la fin du siècle précédent, avec les travaux de Mosso qui a travaillé sur les fléchisseurs de la main, et qui a pu décrire une notion assez importante lors d'efforts anisométriques. En fait, il a distingué deux façons de mesurer la fatigue. Une première façon où, dans l'exercice, la cadence était maintenue, imposée, et puis une autre façon de mesurer la fatigue, dans laquelle l'amplitude en fait, de l'effort était maintenue, imposée. Et donc la fatigue se manifestait donc en fonction de ces exigences de départ, soit lorsque la cadence était maintenue par d'abord une diminution de l'amplitude, soit lorsque l'amplitude était maintenue par une diminution de la cadence. Au bout du compte, eh bien, si l'exercice se continuait, il se solde par un épuisement et donc un arrêt de l'exercice. Bon, ces manifestations donc progressives de la fatigue qui mènent à l'épuisement, en fait, traduisent tous une diminution de la capacité qu'a le muscle à produire de la force. La fatigue a aussi beaucoup intéressé les physiologistes du muscle, puisque en fait, c'est un des critères qui a été retenu pour classifier les unités motrices. En fait, un des deux critères mécaniques qui sont retenus pour classifier les unités motrices, en dehors bien sûr des critères métaboliques, eh bien on a un premier critère qui est l'amplitude de la secousse du muscle, donc qui est plus ou moins élevé suivant le type de fibre musculaire auquel on s'adresse, type d'unité motrice. Et puis, eh bien, l'autre critère, c'est la capacité qu'a ces unités motrices à résister, à reproduire ces valeurs de force. Et on peut distinguer donc au sein du muscle des unités motrices rapides et fatigables. On voit ici des niveaux de force produits par ces unités motrices très importantes, mais une capacité à soutenir cet effort très faible. À l'opposé, on a des unités motrices lentes, dites lentes, qui produisent des niveaux de force bien moindres, bien moins importants. Par contre, ces unités motrices ont une capacité à tenir, donc à résister à la fatigue, bien plus importante. D'une façon plus globale, eh bien, on peut être amené dans la pratique quotidienne à s'intéresser à l'évaluation donc de ce phénomène de fatigue. Là ici, je vous présente, je suis un petit peu emprunté, je vous présente un enregistrement qui a été réalisé ici à l'INSEP sur un développé couché avec une valeur de charge correspondant à 65%, et on a enregistré les vitesses à chacun des mouvements. Et donc, on voit ici qu'au cours de ce type de réalisation, eh bien, on a une amplitude imposée, donc la vitesse de réalisation diminue jusqu'à l'arrêt total de l'exercice. Et donc ici, on a une mesure, en fait, effectivement, d'une certaine forme de l'endurance de force. Cette perte de vitesse traduit, là aussi, d'une façon plus globale, eh bien, la capacité, enfin, l'incapacité que le muscle a à maintenir des niveaux de force constants, c'est-à-dire la diminution de la production de force.
Alors, quels sont les paramètres qui vont influencer la fatigue? Et si je vous présente ça, c'est pas pour vous faire un cours exhaustif sur la fatigue, c'est absolument impossible. C'est simplement pour vous montrer que appréhender l'endurance de force, c'est s'installer tout d'emblée dans un système extrêmement complexe. Alors, dans ces facteurs donc, qui peuvent influencer, je vous ai mis ici quelques références sur lesquelles je me suis appuyé. Eh bien, dans ces facteurs qui vont influencer la fatigue, eh bien, on a deux types de groupes de facteurs, des facteurs psychologiques et des facteurs d'ordre physiologique. Alors les facteurs psychologiques, je veux dire, ont été évoqués il y a déjà fort longtemps dans les travaux de Boisget. Ils sont liés à la sensation, au sentiment de pénibilité de la tâche. Alors l'origine de ce sentiment ou de cette sensation, c'est peut-être une origine centrale, en tout cas d'un point de vue physiologique, il n'est pas facile d'en déterminer l'origine. Néanmoins, on peut penser qu'elle amène des perturbations au niveau du recrutement des unités motrices et se traduit par, finalement, également une baisse de force. Et ceci a amené, en fait, les physiologistes, dans la majorité des études sur l'endurance de force, à introduire, en fait, ce qu'on appelle, enfin, entre autres, une échelle de Borg, qui est un exemple des questionnaires qui peuvent permettre de détecter, en fait, ce phénomène psychologique de la fatigue. Alors, en ce qui concerne les facteurs physiologiques, vous allez voir qu'ils sont beaucoup plus nombreux, en tout cas, on peut en détecter de deux origines également, des facteurs qui vont affecter la production de force, et puis des facteurs qui vont affecter, en fait, la capacité qu'a le muscle à resynthétiser l'énergie. Et là, bien sûr, cette resynthèse de l'énergie, il faudrait la concevoir dans les différentes voies métaboliques, anaérobie, lactique et aérobie. Alors, en ce qui concerne les facteurs liés à la production de force, je vous réfère au schéma d'Edwards, repris par Anne Michaud au laboratoire, on peut en distinguer deux origines, des processus dits centraux, et puis des processus dits périphériques. Alors dans les processus centraux, eh bien, on va trouver impliqué le système nerveux central, la moelle épinière et le nerf périphérique. En fait, il s'agit simplement du début à la fin de la chaîne à suivre en fait l'ordre moteur, c'est-à-dire le potentiel d'action qui va transiter par le nerf périphérique sur le sarcolemme, les truvules transverses, provoquer la libération du calcium et entraîner l'interaction actine-myosine. Et puis un point ici, c'est le phénomène de transmission en fait des effets de l'interaction actine-myosine sur les segments osseux. Là, ici, sont impliquées en fait toutes les structures tendineuses. On en reparlera tout à l'heure. C'est aussi un phénomène important de la fatigue. Alors, dans les processus qui sont liés à la resynthèse de l'énergie, donc qui impliquent encore une fois les différentes voies métaboliques, là aussi, on a des processus généraux qui impliquent les grandes fonctions, et puis des processus locaux qui siègent au niveau musculaire. Alors, dans les processus généraux, on va trouver impliquer donc toutes les grandes fonctions respiratoires, cardiaques et circulatoires. En fait, c'est les grandes fonctions qui sont chargées d'amener entre autres l'oxygène et les substrats au niveau du muscle. Et puis la fonction endocrinienne qui code l'imprégnation hormonale qui va en fait coder toutes les réactions métaboliques. Et la fonction nutritionnelle, puisque je vous l'ai dit, les substrats vont jouer un grand rôle dans la resynthèse de l'énergie. Enfin, au niveau musculaire, eh bien, on va trouver comme facteur limitant en fait l'endurance de force ou facteur influençant la fatigue, eh bien on va trouver le recrutement des unités motrices, la typologie, on l'a vu tout à l'heure, suivant la typologie du muscle, les muscles vont être plus ou moins résistants à la fatigue, et puis les phénomènes propres biochimiques de resynthèse avec les enzymes, des enzymes spécifiques qui peuvent également s'épuiser au niveau musculaire. Donc tout ça, tout cet ensemble vont affecter la production de force dans la durée, et on voit donc ici qu'on est devant un schéma extrêmement complexe, que j'ai essayé de résumer très rapidement à travers cette diapo, qui apporte en fait une vue d'ensemble des phénomènes liés à la fatigue, et s'intéresser en fait au problème de l'endurance de force, eh bien, c'est poser un petit peu cet ensemble de problèmes, et ça peut expliquer les grandes divergences qu'on trouve dans la littérature scientifique, puisque les origines des mesures de l'endurance de force, des baisses de production de force, eh bien, peuvent trouver des sources dans ces différents secteurs, les facteurs psychiques, les facteurs nerveux centraux ou périphériques, facteurs énergétiques globaux, les facteurs musculaires d'ordre mécanique, et aussi les facteurs musculaires d'ordre mécanique qui sont en fait liés aux réactions inflammatoires tissulaires sur des mouvements répétés qui entraînent aussi une fatigue et une baisse de la production de force. Voilà, donc tout ça pour dire que vouloir mesurer en fait l'endurance de force, c'est quelque part se frotter à cet ensemble de problèmes extrêmement complexes. Alors,
on va quand même malgré tout aborder le problème et parler d'évaluation et de définition d'endurance de force en rappelant en fait les trois façons classiques de définir l'endurance de force relative, l'endurance de force absolue et l'endurance de force spécifique. Alors en ce qui concerne l'endurance de force relative, il s'agit de quoi? Il s'agit simplement donc de choisir une charge résistante qui va être estimée en pourcentage de la force maximale. Et dans ce cadre-là, l'endurance de force est évaluée en nombre de répétitions et ou sur la durée jusqu'à l'épuisement de maniement de cette charge dans un mouvement donné. Alors l'endurance de force, on l'a compris, c'est une endurance de force qui est relative à la valeur de la force maximale, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors si, dans ce contexte, j'ai une diapo qui a dû sauter, donc non, j'ai une petite diapo qui a sauté, c'est un petit bug. Bien, donc dans ce contexte, on peut aborder une première définition d'endurance de force qui serait définie comme la capacité d'un sujet à maintenir donc jusqu'à épuisement le plus haut niveau de force possible dans la mobilisation d'une charge relative à la charge maximale que l'individu peut mobiliser. C'est une façon de tester en fait l'endurance de force qui est utilisée dans la majorité des études scientifiques. Alors, les limites les intérêts d'abord de cette façon de définir l'endurance de force, eh bien c'est une façon normalisée en fait de définir l'endurance de force, et cette normalisation permet de comparer les populations entre elles, elle permet en particulier de révéler des différences entre les sports, et puis elle permet également, je crois qu'il y a d'ailleurs une intervention dans ce domaine, et elle permet donc de mesurer également les effets d'entraînement, c'est-à-dire de comparer un individu par rapport à lui-même, et puis de regarder en fait les différences de type génétique. Alors, les limites, parce qu'il faut aussi insister sur les limites de cette façon d'évaluer l'endurance de force, les limites en fait, elles sont liées à l'importance qu'a l'estimation du NRM dans les valeurs d'endurance de force que l'on peut trouver, qui sont représentées ici sur ce tableau. Alors j'ai fait une petite simulation, ici on a un sujet X dont la valeur du 1RM réel est de 100 kg, on arrive à l'estimer correctement, 100 kg, et on obtient un tableau donc de pourcentage de répétitions en fonction de nombre de répétitions, je veux dire en fonction du pourcentage du ARM. Donc ça vous l'avez pas vu, c'est la diapo qui manque, donc c'est des tableaux de Berger, de Lombardi ou de Bompa qui sont assez classiques, hein, qui stipulent le nombre de répétitions qu'on peut réaliser en fonction du pourcentage de ARM. Donc voilà un tableau tout à fait traditionnel. Alors juste à côté j'ai mis une simulation où finalement on a sous-estimé la valeur du 1RM, c'est-à-dire qu'ici on est toujours le même sujet, il a toujours une valeur de force maximale à 100 kg, mais malheureusement, on se trompe, on l'estime à 90 kg. Et là, on peut se rendre compte qu'on peut être amené à avoir des différences énormes sur la valeur de l'endurance du force, encore une fois, estimée en pourcentage de cette valeur qui est erronée. Vous voyez qu'ici, à 90%, je vais trouver mon sujet à 7 à 9 répétitions, alors qu'en réalité, si le 90% était vraiment le 90% de sa valeur réelle de force maximale, il ne serait qu'à 3 à 4 répétitions. Voilà, donc c'est une petite simulation pour montrer l'importance de l'estimation du 1RM dans l'évaluation de ce type de l'endurance de force. Un autre problème qui est, en fait, le problème qui est posé par la comparaison d'individus qui ont des valeurs de 1RM extrêmement différentes. Alors là, j'ai forcé le trait, hein, j'ai pris un sujet qui valait 150 kg, et puis un autre sujet qui valait 100 kg. Alors j'ai postulé qu'ils présentaient le même tableau d'endurance relative, c'est-à-dire qu'ils avaient les mêmes valeurs sur les valeurs relatives au 1RM, les mêmes nombres de répétitions, hein, donc voilà. Et donc ce que l'on peut remarquer, c'est que ce sujet qui vaut 100 kg par définition, il va soulever une fois 100 kg. Par contre, dans mon test, eh bien, ce sujet ici, qui fait 150 kg 1RM, eh bien, il est amené à ces 100 kg, il est capable de les soulever 10 fois. Et donc là, ça pose vraiment le problème de la comparaison, hein, de valeurs estimées en pourcentage à partir de valeurs absolues qui sont très très différentes, de valeurs de référence absolues qui sont très très différentes. Peut-être là, conviendrait-il, dans ces cas-là, d'utiliser plutôt la valeur du travail comme référence de l'endurance de force. Alors, l'autre façon de mesurer l'endurance de force, c'est une façon de mesurer l'endurance de force absolue. Donc là, le problème est différent. Il va simplement s'agir de prendre une charge résistante qui sera estimée, cette fois-ci en kilos,
Et l'endurance de force va donc correspondre au nombre de répétitions qu'on est capable de réaliser donc jusqu'à épuisement. Et là, on va comparer des individus capables, on met pour tout le monde 50 kg, et on regarde quel est l'individu qui soulève le plus grand nombre de fois 50 kg. Dans ce contexte-là, eh bien, ah ben voilà, ma diapo qui était... Ma diapo qui... Ah non, bon, je crois qu'elles sont franchement dans le désordre. Ça a plus tellement de... Oui, alors, bon, c'était un autre intérêt de l'endurance de force relative, c'est de pouvoir avoir une vue exhaustive des qualités d'endurance de force d'un individu, et de pouvoir placer en fait ces qualités d'endurance de force dans le modèle fonctionnel d'Egerton, qui, je vous le rappelle, est un modèle tridimensionnel qui propose de regarder en fait les valeurs de force à la fois dans leur relation avec la vitesse du mouvement et puis dans leur relation avec la durée. Et donc cette façon relative donc, de mesurer l'endurance de force, eh bien, de la même façon que dans le plan force-vitesse on a une relation de type linéaire, eh bien, on va trouver ici, dans le plan force-durée, une relation de type linéaire, et dans la même façon que dans le plan de la force-vitesse, on pouvait distinguer différents niveaux d'expression de la force, et bien ici, on va, dans le plan force-durée, imaginer qu'il est pertinent de parler de différents niveaux d'expression de la force-endurance. Alors, définition de l'endurance de force absolue, donc, qui aurait dû arriver juste après. Donc c'est la capacité qu'a un sujet, donc c'est une autre forme de définition, à soulever donc cette fois-ci, jusqu'à épuisement partiel ou total, le plus haut niveau de force possible dans la mobilisation d'une charge donnée. On va aborder maintenant le dernier volet qui est l'endurance de force spécifique. Donc cette fois-ci, il s'agit pour le sujet de tester... Il reste 10 minutes. Oui, je m'en doutais. Je m'en doutais que ça allait être très dur à tenir. On va finir ça. Bien, alors, en ce qui concerne donc cette façon de tester l'endurance de force, eh bien, on va choisir donc un effort testé qui sera lié donc aux contraintes de la spécialité. Alors, pour analyser les contraintes de la spécialité, je vous propose un petit tableau qui nous permet donc de situer les différents paramètres qu'il va falloir prendre en compte pour effectivement reconnaître la spécificité d'une activité. Alors, ces paramètres, ils vont s'intéresser à 3 rubriques. D'abord, les conditions de réalisation du mouvement. Deuxièmement, les groupes et chaînes concernant les groupes et chaînes musculaires, et enfin concernant les contraintes mécaniques. Alors, en ce qui concerne les conditions de réalisation du mouvement, eh bien, la première condition, c'est une condition de stratégie. C'est-à-dire que dans l'effort que l'on va tester, doit-on fixer des stratégies, c'est-à-dire d'économie ou des stratégies maximales, c'est-à-dire est-ce qu'on laisse l'individu, est-ce qu'on propose à l'individu d'avoir d'emblée des stratégies d'économie, ou est-ce qu'on lui demande des puissances maximales dès le départ, ou alors est-ce qu'on laisse les stratégies complètement libres. Donc ça c'est un premier souci. Ensuite, eh bien, dans les conditions, on va mettre en place la durée totale de l'effort, préciser les cadences, est-ce qu'elles sont libres ou est-ce qu'elles sont fixées, et puis les amplitudes, à l'inverse, est-ce qu'elles sont fixées ou est-ce qu'elles sont libres, et puis eh bien, on va regarder les modalités de réitération du mouvement, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans un mouvement de type cyclique ou est-ce qu'on est dans un mouvement de type pendulaire, auquel cas on a de l'inversion de mouvement à gérer, qui est un gros problème dans le cadre de la mesure de l'endurance de force, ou est-ce qu'on est dans des efforts de type continu ou des efforts de type intermittent. Alors, en ce qui concerne bien sûr les chaînes musculaires qu'on aura identifiées, il faudra regarder donc l'importance de ces masses musculaires. Est-ce que ces masses musculaires avec une distinction que l'on doit à Scherer et Monod? Donc est-ce qu'on est face à un travail local qui mobilise moins d'un tiers des masses musculaires totales du corps, ou est-ce qu'on est face à un travail global qui mobilise plus des 2 tiers des masses musculaires? Ensuite, il faudra regarder la fonctionnalité, c'est-à-dire cette fonctionnalité au niveau musculaire. Est-ce que les muscles qu'on veut tester sont dans l'activité plus engagés comme des fixateurs, ou est-ce qu'ils sont plus moteurs sur les segments osseux? C'est un autre critère qu'il faut retenir. Enfin, les types de contractions. Les types de contractions, bien qu'on peut distinguer des modalités de contraction isométriques ou des modalités anisométriques, dont on peut distinguer 3 composantes, concentriques, excentriques ou pliométriques. Enfin, les niveaux de charge. Bien entendu, les niveaux de charge impliqués dans l'activité sont importants. Il faut décoder dans ces niveaux de charge les résistances externes, est-ce qu'elles sont élevées ou peu, et puis les forces accélératrices que l'on applique sur ces résistances externes, est-ce qu'elles sont élevées ou peu élevées. Voilà un tableau qui nous permet de décoder, si vous voulez, en fait, le type de spécificité auquel peut être confrontée l'activité musculaire dans l'activité. Et si on veut avoir
une mesure de l'endurance spécifique, eh bien, il faut que le mouvement qu'on va tester, l'effort qu'on va tester, réponde à l'ensemble de ces déterminants. Alors, un exemple d'évaluation spécifique, c'est un test d'endurance chez des véliplanchistes. Donc, les conditions de mouvement sont un mouvement de tirage. Ça correspond au mouvement de pompage. Donc, les vitesses sont de 250 cm par seconde. Et puis, la durée totale est de 45 secondes. Dans ce cas-là, eh bien, la chute des niveaux de force est le témoin de l'endurance de force au cours de l'effort. Cette chute est ici de 41%. Et donc ici, on peut maintenant être amené à définir l'endurance de force spécifique comme la capacité à maintenir dans des proportions minimales la baisse d'un niveau de force donné pendant une durée fixée et dans des conditions biomécaniques définies. Cette durée et ces conditions biomécaniques naturellement sont en référence à l'activité sportive et les conditions biomécaniques se réfèrent au tableau que je vous ai proposé tout à l'heure. Bien, alors j'ai encore une diapo qui a sauté, je ne sais où. Alors cette diapo en fait se proposait de regarder en fait la corrélation qu'il existe entre la force maximale d'un individu et ses capacités d'endurance de force. En fait, c'était de savoir dans quelle mesure les capacités d'endurance de force étaient liées à la force maximale. Alors, c'est un tableau qu'on doit à Zadzorski. Alors, qu'est-ce que nous montre ce tableau? En fait, ici, on a une épreuve de développé couché avec une résistance de 50 kg. Et on a en ordonnée, en fait, les valeurs de force maximale des individus qui ont été regroupés. Donc, les gens qui valent plus de 80 kg, ceux qui valent ici entre 60 et 70 kg, on les a mis à 65. Bon, enfin, voilà. 5 minutes. Oui, je vais finir là-dessus. Et donc on peut remarquer que sur ce tableau, en fait, il existe une corrélation élevée entre la valeur de force maximale d'un individu et ses capacités d'endurance de force, puisqu'on voit ici que les valeurs sont croissantes. A l'inverse, donc là on note qu'on est sur une charge relativement élevée. A l'inverse, lorsque l'on est sur des valeurs de force, on a fait la même expérience avec la même population. Donc ici on a une résistance externe de 20 kg. Eh bien on se rend compte ici que cette corrélation n'existe plus. C'est-à-dire que la valeur qu'on trouve en endurance de force, lorsque la charge est légère, est indépendante en fait de la valeur de force maximale. Alors bon, c'est deux règles qui se proposaient d'introduire les effets de l'entraînement, qui voulaient dire que, en fait, lorsque l'on est pour des tests d'endurance de force proches des valeurs maximales, il y a une forte corrélation avec la force maximale. A l'inverse, lorsque l'on est loin des valeurs lorsque l'endurance de force est testée sur des valeurs qui sont éloignées des valeurs de force maximale, eh bien, il y a une corrélation, les valeurs que l'on trouve sont indépendantes de la force maximale. Ces tableaux montrent aussi que pour des valeurs de force maximale, eh bien, on peut avoir des valeurs d'endurance de force qui sont extrêmement différentes. Pour des valeurs identiques de force maximale, on peut avoir des valeurs d'endurance de force qui sont extrêmement différentes. Donc c'était un petit peu la façon d'introduire la problématique sur les effets de l'entraînement, mais j'ai peur qu'on n'ait plus du tout le temps d'en parler. C'est 3 minutes là. Ouais, il reste 3 minutes, ça va être... À mon avis, ça va être juste. Ça va être extrêmement juste. Ouais, donc du coup, on a peut-être... Ah, tu veux... Non, il va juste présenter les titres. Ok. Non, en fait, j'ai commencé à aborder la première partie de la présentation, puisque en fait, moi, je vais aborder les effets de l'entraînement sur, d'une part, l'endurance musculaire locale, et après, sur les facteurs de performance dans différentes activités. Donc là, je vais essayer seulement d'appréhender en fait, l'influence d'un renforcement musculaire sur l'endurance musculaire locale, en distinguant en fait un entraînement de type endurance de force, c'est-à-dire avec un nombre de répétitions élevé, ou un entraînement de type force, c'est-à-dire avec un nombre de répétitions faible. Donc en fait, on peut envisager deux types d'adaptation musculaire, selon Anderson et Kearney. Donc soit en fait une augmentation de la force maximale qui va être accompagnée aussi d'une augmentation d'endurance musculaire absolue. Donc suite à ce qu'a dit Christian, en fait, on va faire la distinction entre endurance musculaire absolue et endurance musculaire relative. Donc c'est-à-dire qu'on pourra avoir dans un cas
une augmentation de l'endurance musculaire absolue suite à une augmentation de la force maximale, sans pour autant observer une augmentation de l'endurance musculaire relative. Et dans l'autre cas, eh bien, on pourra observer, donc, en l'absence d'une augmentation de la force maximale, eh bien, une augmentation de l'endurance musculaire absolue et une augmentation de l'endurance musculaire relative. Donc le premier cas est souvent associé à un entraînement de type force max, c'est-à-dire inférieur à 10 répétitions, et le deuxième cas est observé donc, pour un entraînement de type force endurance, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une spécificité qui peut être observée en fait, avec le type d'entraînement. Donc l'étude de Kearney et collaborateurs, et bien effectivement comparé trois groupes, un groupe qui est entraîné en force maximale, c'est-à-dire avec un nombre de répétitions faible, comparé avec deux groupes force endurance dont le nombre de répétitions variait, pour un exercice de développé couché. Et les tests effectués étaient soit donc un exercice, soit un RM, donc la force maximale concentrique, soit l'endurance de force relative, c'est-à-dire à 40% de 1 RM, et l'endurance de force absolue à une charge donnée, donc qui était ici de 28 kg, donc à une fréquence de 40 traits par minute. Alors les résultats en fait montrent bien que dans un groupe, donc pour le groupe donc force maximale, eh bien on a une augmentation de la force maximale sans observer en fait, sans observer en fait d'augmentation de l'endurance de force, donc en valeur relative, c'est-à-dire à 40% de 1 RM, effectivement, puisque le 1 RM augmente entre avant et après l'entraînement. Mais par contre, on observe bien, donc pour le groupe FM, eh bien, donc force maximale, une augmentation de l'endurance de force absolue. Donc par contre, pour les autres groupes qui ont fait un entraînement spécifique d'endurance de force, eh bien, malgré l'absence d'augmentation de la force maximale de 1 RM, eh bien, on a quand même une augmentation de la force de l'endurance de force relative et absolue. Donc en fait, les auteurs envisagent eh bien, une sorte de continuum en fait, entre les adaptations, soit l'entraînement de force, soit l'adaptation de type endurance de force, sachant qu'en fait, les sujets, selon les auteurs, possèdent une capacité d'adaptation qui reste la même et qui peut s'orienter soit vers une amélioration donc, de la force, en fait des caractéristiques permettant une augmentation de la force, soit permettant l'augmentation de l'endurance. Donc le groupe FM, on voit bien une augmentation des capacités réparties en fait, différemment en fonction du domaine de la force ou de l'endurance. Et cette caractéristique en fait, varie avec le type d'entraînement qui est effectué, mais en fait, selon la théorie de ce continuum, eh bien, on a une capacité d'adaptation qui reste toujours identique. Donc c'est bien une spécificité avec l'entraînement. Je vais arrêter ici, puisqu'on n'aura pas eu le temps de tout faire. Donc la deuxième partie concerne plutôt tout ce qui est influence de l'entraînement, force max ou endurance de force sur les performances. Merci.